Premier arrivé, premier servi, commençant par le I am the Mandarin! Non, tu n'es pas le mandarin. Apparu pour la première fois dans Tales of Suspense, numéro 50 de février 1964, tout comme Fu Manchu, le mandarin dispose d'un important réseau criminel et d'une physiologie assez semblable au Périjaune. Quelques mois plus tard, en 1965, nous découvrons ses origines et qu'il est un descendant de Gengis Khan. Il a vécu au XIIIe siècle et c'est à cette époque-là qu'il a découvert un vaisseau extraterrestre d'où il tirera sa longévité, mais aussi 10 anneaux de puissance, chacun ayant un pouvoir spécifique. Et au fur et à mesure des siècles, il développera des connaissances en arts martiaux et un important réseau criminel qui lui permettra de rivaliser avec la puissance et la technologie d'Iron Man. Le fait est qu'il soit la parfaite incarnation du Périjaune, mais aussi du communisme asiatique, en font de lui naturellement la némésis d'Iron Man, incarnation du capitalisme et de l'industrie américaine. Ce qui le rend si redoutable, c'est que l'on ne se débarrasse pas du mandarin aussi facilement que de n'importe quel criminel, car en bonne némésis, il reviendra toujours, tôt ou tard, se confronter à Tony Stark. On le retrouve souvent derrière les grands moments dramatiques d'Iron Man au cours des décennies. Dans Le Diable en bouteille, on découvre qu'il est à l'origine de l'accident et de la prise d'otage de Tony au Vietnam. Malgré son côté cliché, le mandarin est l'une des némésis les plus classes et les plus redoutables de toute l'histoire des comics de super-héros. Dans les années 70, Marvel rachètera les droits de Fu Manchu et ira jusqu'à confronter le mandarin à son mythe d'origine. Mais Tony Stark n'est pas le seul playboy milliardaire à rencontrer des difficultés avec les démons de l'Orient. Il faut savoir une chose qui permet de distinguer les éditions Marvel et DC. Et cela est encore valable aujourd'hui. C'est que l'un propose des titres avec des héros aux idéaux politiques comportant un côté propagande complètement assumé. L'autre favorise les intrigues policières complexes et c'est tout naturellement que Dennis O'Neil et Neil Adams vont opposer le plus grand détective du monde à Ra's al Ghul. Am I pronouncing this right? Mr. Ra's al Ghul? Si vous ne connaissez pas le personnage et que vous vous demandez en quoi un homme avec un nom à consonance si peu chinoise puisse être un avatar du Périjaune, laissez-moi vous briefer. Déjà, vous l'avez remarqué, Ra's al Ghul a les yeux verts et une petite barbiche spécifique au docteur. Il est issu d'une tribu nomade d'Afrique du Nord et a plus de 600 ans. Alors comment se fait-il qu'il soit resté frais et soyeux? Grâce à une fontaine de jouvence que l'on nomme le puits de Lazare, qui a des vertus curatives inégalables. Seul petit problème, c'est qu'à chaque fois qu'il use de ce puits pour restaurer sa santé physique, il y laisse un peu de sa santé mentale. Autre léger détail, Ra's al Ghul est à la tête d'une secte d'assassins sobrement appelée la Ligue des Assassins ou la Ligue des Ombres selon les versions. La motivation de Ra's al Ghul à approcher Batman est qu'il voit dans le Chevalier de Gotham un potentiel héritier. Évidemment, Batman rejettera l'offre, ce qui fit de sa ville et de son entourage l'une des cibles prioritaires de la Ligue des Assassins. L'abus d'usage des puits ont fini par faire sombrer Ra's al Ghul dans la folie la plus totale et l'homme est devenu partisan de l'eugénisme et s'est changé peu à peu en éco-terroriste ayant plus de considération pour les petits animaux que pour les humains. Il est au centre de la saga La Tour de Babel, où il met hors circuit tous les membres de la Justice League après avoir mis la main sur quelques dossiers de Batman. Vous vous demandez peut-être pourquoi faire de l'incarnation du Périjaune un personnage d'origine orientale. C'est assez simple. Comme je le disais, Ra's al Ghul est apparu en 1971. À l'orée des années 70, la jeunesse occidentale, portée par le mouvement hippie et un traumatisme de la guerre du Vietnam, va s'ouvrir aux autres cultures et commencera à faire un rejet des clichés racistes, ce qui sera très profitable à un petit dragon venu de Chinatown, rêvant de faire sa place à Hollywood, le maître du kung-fu, Bruce Lee. Il est indéniable que Bruce Lee a énormément marqué la pop culture. Il n'y a qu'à voir le nombre de références qui lui sont faites dans l'univers de la BD, dans les jeux vidéo ou même le cinéma. Pour info, sachez que la combinaison de Uma Thurman dans Kill Bill est celle que porte Bruce Lee dans son film inachevé, le tristement prophétique The Game of Death. Entre 1966 et 1967, le petit dragon est connu pour avoir joué Kato dans la série The Green Hornet, où il y joue le sidekick du vigilante. C'est un peu comme Batman et Robin, sauf que le Robin en question est vachement plus badass que le Batman, puisqu'il est interprété par Bruce Lee. Il y aura même quelques épisodes partagés avec la série de Batman d'Adam West. Avant sa mort, Bruce Lee a été le personnage principal de 4 grands films: The Big Boss, sorti en 1971, The Fist of the Fury, The Way of the Dragon et Enter the Dragon en 1973.
Si vous n'avez jamais vu ces films, je vais vous résumer grossièrement ce qui s'y passe. Vous êtes prêts? Un proche de Bruce Lee a des problèmes avec une organisation criminelle locale, spécialisée dans la revente d'héroïne, un dérivé de l'opium et de la prostitution. Bruce Lee est engagé en sa qualité d'expert en arts martiaux afin de remettre un peu d'ordre dans tout ça, c'est-à-dire pour jouer le rôle de vigilante. Exactement. Au cours du récit, ou parfois au début, le proche de Bruce Lee est assassiné et là, c'est le réveil du dragon. On ne rigole plus, c'est fini. Il tue tous ceux qui se mettent sur sa route jusqu'à arriver au chef de mafia qui s'est caché derrière tout ce drame et suspense. Voilà les grands méchants des films de Bruce Lee. Un trafiquant d'opium, un expert en arts martiaux, un homme sans visage et The Yellow Claw. La légende de Bruce Lee s'est bâtie en fracassant littéralement le mythe du Dr Fu Manchu. Si ça a du succès au cinéma, ça s'adapte en comics. 5 personnages seront créés par Marvel et DC au cours des années 70 et tendent à être les héritiers de Bruce Lee. Il y a Shang-Chi, Richard Dragon et Bronze Tiger, Iron Fist et The White Tiger. La spécificité de Shang-Chi, mis à part d'être la copie conforme de Bruce Lee, et qui est le fils caché de Fu Manchu itself. Richard Dragon, lui, est surtout connu pour avoir été le sensei de pratiquement toute la Bat Family et d'autres justiciers de l'univers DC. À l'occasion du reboot de cet univers en 2011, New 52, Richard Dragon deviendra l'un des adversaires de Green Arrow. Bronze Tiger, quant à lui, était à la base le partenaire de Richard Dragon avant d'être capturé par la Ligue des Assassins pour devenir l'un de leurs soldats et finira par devenir un membre récurrent de la Suicide Squad. Quant à White Tiger, son fait d'armes le plus marquant est d'avoir été assassiné suite à un procès où son identité secrète a été révélée et légua son amulette magique à sa nièce Angela Del Toro. Ce sont pour la plupart des personnages très peu développés. Mais on arrive à mon favori, The Immortal Iron Fist. Qu'est-ce qui rend Danny Rand si intéressant à mes yeux? Pour commencer, le traitement du personnage, son background, ses pouvoirs, et il a des ennemis véritablement redoutables. Il possède vraiment un univers qui lui est propre, et je sais que beaucoup d'entre vous le connaissent à travers la série Netflix qui lui est dédiée, mais toutefois, je ne saurais que trop vous recommander de vous plonger dans l'œuvre d'Ed Brubaker et David Aja. C'est un véritable émerveillement et un voyage des plus oniriques. Comme vous l'avez sans doute compris, une fois cette mode lancée, les autres vigilantes ont dû s'adapter et sont passés de champions de boxe et de lutte en experts en arts martiaux, offrant à leurs aventures une dimension beaucoup plus exotique que les villes américaines. Ça a été le cas de Batman, Daredevil, Green Arrow, mais aussi de Wolverine et de Hawkeye qui portera le costume de Ronin pendant quelques années avant de reprendre son arc et son carquois. Les personnages masculins n'ont pas été les seuls à bénéficier de ce changement et de cette mode, car qui dit vigilante dit femme fatale. Inspirée à la fois de l'impératrice Sixi et de la danseuse exotique Mata Hari, sans oublier Sifan, de nombreuses figures féminines fortes verront le jour. Que ce soit grâce à leur talent de persuasion, leur charme, ou en usant de leur corps tel d'une arme mortelle, ou à la tête d'une organisation d'assassins, ces femmes terrassent tous ceux qui se mettent sur leur route, sans la moindre hésitation. Tout allait bien dans le meilleur des mondes et le mythe du Périjaune était parti pour n'être plus qu'un cliché grotesque utilisé dans les films et les bandes dessinées jusqu'à un jour fatidique où le docteur Fu Manchu prit un nouveau visage. Vous vous doutez sûrement de la date à laquelle je pense, le 11 septembre 2001. Depuis ce jour, le grand comploteur moustachu chinois est devenu l'omniprésent terroriste islamiste barbu. Alors je sais que j'aborde un sujet extrêmement délicat. Je vais être très clair. Je ne nie pas l'existence du terrorisme. Je fais simplement le constat que pendant presque un siècle, l'Occident a nourri une importante méfiance à l'égard des peuples chinois à cause de la résistance dont il avait fait preuve durant les guerres de l'opium. Et lorsque j'observe comment ont commencé les guerres du pétrole, les protagonistes et les conséquences sur l'inconscient collectif, j'ai l'impression de revoir le remake d'un vieux mauvais film. Et en parlant de film, cette transformation du Périjaune en la menace musulmane est flagrante dans les rôles attribués à Ra's al Ghul et au Mandarin dans la saga de Dark Knight de Christopher Nolan et de la trilogie Iron Man par les studios Marvel. Ce qui est intéressant, c'est qu'en changeant de support, les deux villains ont échangé leur ethnie. Ra's al Ghul est devenu un asiatique dirigeant un culte d'un monastère tibétain, voulant purger Gotham du crime et de la corruption, et le Mandarin est devenu un leader d'un groupe terroriste actif au Moyen-Orient. Mais le plus intéressant dans ces adaptations reste que même ces deux personnages, qui semblent être les méchants parfaits sur lesquels il est très bon de taper, ne sont en fait que la partie émergée de l'iceberg.
Si vous ne deviez retenir qu'une chose de ce livre 1 de Tales of Comics, c'est celle-ci. Aucun peuple n'est meilleur qu'un autre, et toute culture est intéressante. Se laisser aveugler par la peur et le doute, ou le manque de connaissances, pourrait vous faire passer à côté de grandes merveilles culturelles. Toutefois, chers spectateurs, malgré tout ce que je viens de vous raconter, si vous tenez à conserver une vision manichéenne de ce monde, alors dites-vous qu'il n'existe que 2 types d'individus. Il y a ceux qui croient aux légendes, et ceux qui les créent. Je vais vous laisser méditer sur ces bonnes paroles. C'était Peter Baker et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de Tales of Comics. Ciao.